Bonjour et merci de m'accueillir en ces lieux augustes pour parler d'une approche très caricaturale en génétique, puisqu'il ne s'agit pas dans cette démarche de rendre compte pourquoi la nature dont nous avons hérité est faite d'une certaine manière, mais pour essayer de la pousser dans ses retranchements, si je puis dire, et d'essayer de la changer de fond en comble, suivant le plus petit nombre possible d'altérations génétiques. Donc nous allons maintenant nous intéresser principalement à des populations asexuées, enfin encore que dans des populations bactériennes, asexuées c'est vite dit, parce qu'on n'a pas poussé l'analyse pour savoir si effectivement il n'y avait pas un peu de transfert horizontal, mais a priori les populations d'Escherichia coli, qui sont les cellules avec lesquelles nous opérons, sont réputées asexuées dans ce cas-là. Ce sont des populations qui ont été entretenues au laboratoire assez longtemps et qui sont extrêmement bien connues, qui sont réputées être les plus connues génétiquement, au moins du point de vue de la transmission de l'information de génotype à phénotype. Donc, je dirais tout simplement, comme je l'ai dit en commençant, c'est une approche qui est résolument caricaturale, délibérément caricaturale, et elle va considérer que c'est extraordinaire qu'on puisse avoir des lois de la génétique. Et puisque nous sommes aussi des objets matériels, donc les êtres vivants doivent obéir à la physique, et il faut bien se demander comment des lois peuvent être implantées dans des systèmes physiques, étant entendu que ces lois ne sont pas elles-mêmes des lois physiques. Et en fait, on peut dire que la grande avancée dans ce domaine, ça a été au XXe siècle, ça a été ce qu'on a appelé la biologie moléculaire, ce qu'on appelle toujours, je suis désolé, et qui a consisté à voir dans cette chimie procédurale, dans cette cyberchimie qui a reconnu des composants matériels universels, aussi bien dans les espèces les plus petites concentrées que dans les mastodontes et tout ce qu'on veut. Pour aller très vite, et vous savez ça par cœur, il y a un alphabet universel, 20 acides aminés, il y en a quelques autres, mais on ne va pas parler de ça maintenant, et 8 nucléotides. Et en fait, toute la biodiversité à laquelle on a affaire, c'est composé, au sens musical du terme presque, avec ce petit solfège. Et il est devenu, en fait, nous verrons qu'il a été assez tôt, même depuis le début, le commencement de la biologie moléculaire, il est devenu possible d'essayer de changer un peu ces alphabets. Si on regarde ça du point de vue encore plus pédestrian, c'est la composition chimique, ça c'est la composition chimique de l'homme, j'y reviendrai un peu par la suite. En fait, la vie a fait son choix dans la table de Mendeleïev, et ce qui est vraiment indispensable, c'est ce qu'on appelle les SNOPs, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre, puis deux métaux, surtout potassium et magnésium. Et il y a des formes de vie extrêmes qui se débrouillent, par exemple sans fer. Certaines lactobactéries n'ont pas besoin du fer, ce qui est assez incroyable. Le sélénium est souvent utilisé, etc. Donc, si on regarde ça de ce point de vue-là, on se dit que il y a des considérations chimiques qui nous amènent à penser que c'était le choix du carbone, etc., était extrêmement judicieux à cause du nombre de ses valences, de sa réactivité dans l'eau, etc. Mais on verra qu'il y a des laissés pour compte là-dedans, comme le silicium, par exemple, dont il faudra se demander si on ne pourrait pas en faire un usage ultérieur. Juste j'aime bien c'est une back of the envelope calculation, mais ce sont des nombres un peu grands, vous savez, c'est toujours un peu facile de faire ça, mais quand même on a affaire à de grands nombres, et ça explique peut-être que nous soyons un peu fatalistes en tant que naturalistes. En fait, si on considère, c'est fondé sur certaines données écologiques et puis sur certaines données phylogénétiques, mais disons, et puis bien sûr sur de la physiologie, mais si on se dit qu'il y a à peu près de l'ordre de 10 puissance 31 génomes cellulaires à l'œuvre à la surface de la Terre, qui a eu à peu près 4 milliards d'années d'évolution, on voit qu'on a de l'ordre de 10 puissance 40, ce qui est un grand nombre, cellules qui ont été avec des hypothèses assez gonflées, mais de cet ordre-là. Si on se dit qu'il faut à peu près 5 millions de paires de bases, je sais que chez les bactéries, il peut en falloir moins, mais disons un petit bagage génétique de l'ordre de 5 millions de bases, on voit que le nombre de nucléotides qui ont été
incorporé en tout, sans compter la réparation ou des opérations dans ce genre-là, c'est de l'ordre de 10 puissance 47, ce qui devient pas mal grand, et que c'est comparable au nombre de molécules d'eau qu'il y a dans l'hydrosphère. Donc on est face à de très très grands nombres. Et cependant, cette combinatoire-là est ridicule, c'est un tout petit échantillonnage possible de ce qu'on peut considérer si on se dit si le code génétique était différent, combien je pourrais en avoir, qui aurait à peu près les mêmes propriétés avec des triplets, des alphabets de 20 acides aminés 4, etc. On a affaire à de beaucoup plus grands nombres. Et ne serait-ce que même si on prend une protéine de taille moyenne et qu'on se dit j'ai 20 acides aminés, combien je pourrais avoir de protéines différentes, de séquences différentes, on est dans des nombres astronomiques. Donc, je tenais à insister là-dessus, c'est que de quelque manière que l'on prenne l'histoire de la vie sur la Terre, ce qui a été exploré, c'est un infime échantillon des possibilités d'organisation moléculaire pour proliférer et évoluer. Infime. Alors bien entendu, donc je sais que c'est souvent vu comme une position arrogante de dire ça en disant la biodiversité, quand on la regarde, la forêt amazonienne, etc., on voit que des créatures merveilleuses, mais il faut se dire que l'exploration, et le résultat de cette exploration combinatoire, elle est franchement incomplète si nous prenons ça comme des scientifiques arrogants. Il y a tout de suite un principe, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui est rarement abordé. Or, on pourrait considérer que ce qui est le plus intéressant dans l'évolution, c'est la capacité du vivant à inventer des choses. Donc, il y a eu une grande querelle, surtout avec les créationnistes, etc. Vous savez, le intelligent design, pour dire comment est-ce qu'avec de la microévolution, on peut expliquer l'apparition d'une aile, du cerveau, et de sociétés, etc. Et en fait, ce dont on s'aperçoit maintenant par des techniques, disons, d'évolution presque pas in vitro, si vous voulez, c'est qu'il y a vraiment deux phases distinctes. Si on passe de ne pas avoir de cerveau à avoir un cerveau, c'est un merveilleux miracle, ou un œil, comment l'œil est apparu. Mais souvent, en fait, la création pure, c'est-à-dire le développement d'une caractéristique nouvelle, par exaptation ou autrement, ou apparition d'une séquence entière, on voit ça dans les virus, en fait, c'est une petite étape, et que l'évolution, la génétique des populations principalement, s'intéresse après à la distribution, la recomposition d'allèles, ou d'allèles ou d'inventions qui sont spécifiées dans des instructions génétiques, et que ça, c'est la partie facile. Et vous verrez tout à l'heure à la fin que c'est tellement facile que je crois que nous avons péché par, frilosité psychologique, ou par... c'est très très facile de faire dévier les êtres vivants, et en profondeur, comme on verra, puisqu'on peut transformer le jeu de l'alphabet génétique lui-même avec assez peu de moyens. Donc en fait, j'insiste là-dessus, ce qui est vraiment crucial, c'est de passer de 0 à epsilon, c'est-à-dire avoir un tout petit quelque chose, parce que passer ensuite de epsilon, un tout petit quelque chose, à quelque chose d'optimisé, même si ce n'est pas une optimisation totale, c'est facile. Toute proportion gardée, bien entendu, puisque nous serions, avec des algorithmes qui simuleraient tous ces phénomènes, bien entendu, aujourd'hui, incapables de prédire comment on passe d'un début d'une activité enzymatique à un enzyme parfait. Mais du point de vue opératoire, du point de vue expérimental, la difficulté, c'est de passer de 0 à epsilon. Et c'est pour ça que le mérite de gens comme Joyce et Shostak et tous les gens qui font de la génétique in vitro est immense, parce qu'ils ont démontré qu'à partir de l'aléatoire absolu, on arrivait à des activités catalytiques. Donc, en fait, pour enfoncer le clou encore un peu, en ce qui concerne l'imperfection radicale de la biosphère, j'espère que je ne vais pas passer trop de temps à ça, je voudrais pas manquer de parler de ce qu'on appelle les algorithmes gourmands. Et peut-être que c'est une réinterprétation de ce qu'on appelle la sélection darwinienne. Si vous jouez au petit jeu qui consiste on a des carrés qui ont des tailles arbitraires, mettons, et qui sont plus petits qu'un carré qui est en pointillé, puis que le jeu consiste à couvrir la plus grande partie de la surface du carré pointillé avec les carrés qui ont un bord bien franc. La première idée qui va venir à l'esprit, si on donne ça à un enfant, un écolier, ça va être de prendre le plus grand carré, c'est de le caser dans le carré pointillé, et puis de continuer, voir ce qui reste pour remplir. Donc en fait, cet algorithme-là, il n'est pas complètement nul, mais c'est un algorithme du point de vue de l'optimisation combinatoire qui est mauvais. Et il est démontré, que face à la plupart des problèmes combinatoires, consistait à
comment dire, survival of the fittest instantaneously, c'est une mauvaise stratégie d'optimisation. C'est pas la pire, mais c'est une très mauvaise. C'est pas comme ça qu'on construit un Airbus. Hein. C'est évident que quand on fait du design d'artefacts en général, hein, d'avions, etc., on se permet, on s'autorise à passer par des étapes intermédiaires de construction qui ne sont pas optimales à chaque fois. Hein. Si j'essaie de, je sais pas, non, plutôt, je me dis que je vais quitter cette pièce et que je ne vais pas pouvoir descendre jamais, je vais pas pouvoir descendre et que je ne peux que monter, etc., je vais me retrouver en haut de Montmartre, hein, je ne vais pas me retrouver en haut de l'Everest. Si je veux aller très très loin, il va falloir que je m'autorise, il va falloir que dans l'exploration combinatoire des chemins possibles, je m'autorise des intermédiaires non optimaux. Or, excusez-moi de le dire aussi vertement, aussi horriblement, mais quand je lis et je relis Origins of Species, ce que je vois, c'est la solution de gauche, c'est-à-dire l'algorithme gourmand. C'est-à-dire l'optimisation ne se fait pas pour produire des solutions techniques, technologiques, des designs extraordinaires dans 1 million d'années, mais instantanément face à la compétition acharnée de ceux qui ne prennent pas, qui ne se fatiguent pas à prendre des solutions sous-optimales immédiatement. Et donc, si c'est vrai, et s'il n'y a pas d'intelligent design, nous sommes confrontés à la certitude, j'en ai peur, hein, c'est appuyé par des théorèmes, si vous voulez, en informatique, en maths, c'est que la création est dans un état d'imperfection radicale. Ce qui est, je le sais, un point de vue arrogant, enfin je m'arrête tout de suite, hein, c'est pas parce qu'on constate que la constitution chimique, etc., du vivant est forcément imparfaite, que ça veut dire qu'on peut la perfectionner. Ça, c'est une toute autre question. Mais je crois que, je ne sais plus qui parlait de ça, de la vexation. Vous savez, la science est là pour infliger des vexations au corps social. Hein. Il y a un texte célèbre de Freud qui a été repris par Sloterdijk. Je crois qu'il y a une vexation combinatoire à laquelle la biologie moléculaire nous a conduit, et le darwinisme, et que je ne lis nulle part. Et donc, en fait, je dirais que la xénobiologie, on va passer tout ça, oui, alors, l'exemple préféré que j'ai de l'imperfection, c'est la voie de l'histidine, mais je n'aurai pas le temps d'en parler, mais vous la connaissez comme moi. Donc l'histidine est un composé fantastique. Hein. Il a un pK qui est exactement au pH de l'eau, etc. Mais pour le faire, c'est une honte, quoi. Si vous regardez le nombre d'ATP qui sont cramés pour rien, et tout ça, ça vient du RNA World, parce qu'avant, il y avait de l'adénine, sans doute avant qu'il y ait de l'histidine. Donc on allait piquer un C1, bon, on passe les détails, mais c'est catastrophique. Enfin, du point de vue de la manipulation du carbone, c'est pas trop mal, mais du point de vue de l'énergétique, c'est insensé, quoi. Donc en fait, si vous donnez ça à un ingénieur et vous lui donnez les réactions du métabolisme et vous lui dites, s'il te plaît, refais-moi une voie de biosynthèse de l'histidine, bah, il va tomber sur des trucs comme ça, qui sont à partir de la sérine, il va faire des choses. Hein. Donc on a pris de manière un petit peu, comment dire, insolente, on appelle ça, il y a de l'intelligent design à faire dans le métabolisme, hein, et je sais qu'Antoine en est persuadé, et que en fait, ça serait très intéressant, on se livre un peu sur le côté, parce qu'on n'a pas, c'est pas le genre de truc qu'on peut proposer à l'ANR, mais en fait, on est en train de bâtir des voies artificielles comme ça, de manière à les introduire chez Escherichia coli, et de voir si, une fois qu'on a rectifié la voie histidine, suivant les principes bien compris du génie chimique, bah, on fait des colis qui sont des super colis par rapport aux autres. Vous voyez la démarche. Bon, donc ça, on fait ça sur un coin de paillasse. Bon. Mais on arrive, disons, à un point de vue qui, là, devient très concret, vu l'ampleur des manipulations génétiques, comme on dit, qu'on peut maintenant opérer de manière à la fois en profondeur et en largeur. Mais on est confronté à ces cas de figure, ces configurations. Donc, partant, là, ce qui est représenté, c'est très simple. Hein, on a tout l'effort et tout le savoir à notre disposition et tout le temps et les moyens de culture et en abscisse. Hein, et puis, ce dont on n'est pas maître, qu'on essaie d'explorer, c'est le fitness, mettons simplement, tout bêtement, le taux de prolifération. Hein, le temps de division, si on ne considère pas des choses plus vicelardes entre les organismes en compétition. Et si on part du wild type, hein, du sauvage, mettons Escherichia sauvage, il y a beaucoup de délétions, par exemple, ou de changements qu'on peut introduire,
et qui vont amener, non pas à la mort subite, mais qui vont amener à une très grave perte de fitness. Donc ces phénotypes ne sont pas très difficiles à envisager. Et parmi ces phénotypes-là, il y en a qui correspondent, si vous voulez, à des acquisitions de l'évolution. Donc ça pourrait être, par exemple, changer la voie histidine ou quelque chose comme ça, ou aller plus en profondeur dans le fonctionnement des ribosomes ou de l'ADN polymérase. Je vais y venir dans un instant. Et maintenant, le jeu auquel on peut jouer, donc en fait, si on le fait avec des délétions, et qu'il y a une délétion, avoir la réversion d'une délétion, ça s'appelle un miracle. Comme en très peu de temps, ça s'appelle un miracle. Donc on peut être raisonnablement sûr que si on vire les 10 gènes qui servent à faire l'histidine chez Escherichia coli, même si on cultive dans tous les fermenteurs de la planète Terre en même temps, on ne va pas trouver, ce serait très étonnant, avec le nombre de bactéries qu'on arrivera à cultiver, on ne verra pas redevenir un descendant d'Escherichia coli prototrophe. Bon. Alors maintenant, on peut jouer à d'autres jeux, comme essayer de mettre nos petites constructions, etc. Et puis une fois qu'on a fait de l'engineering comme ça, eh bien, ce à quoi on peut jouer, c'est laisser à nouveau la sélection naturelle opérer. Et là, il y a 3 cas de figure qui peuvent survenir. Je crois que j'avais un... Je ne vais pas vous aveugler, c'est dangereux avec ces trucs-là. Oui, d'accord. Donc en fait, eh bien, là, c'était tellement bien fait ce qu'il y avait à l'intérieur du génome, c'est que quoi que je fasse, l'asymptote de cette espèce, un hyperboloïde d'adaptation, ce qu'on observe en général, c'est que ça, on a un plateau, mais c'est une sorte d'hyperbole comme ça, eh bien, jamais on arrive au fitness ou au taux de prolifération de l'ancêtre. Ou alors, un deuxième cas de figure, c'est je vais revenir à un taux de prolifération, un fitness comparable. Dans ce cas-là, c'est intéressant parce que ça, si je fais l'expérience 10 fois de suite et que 10 fois après avoir fait une opération irréversible, je vois qu'avec ces ressources, un descendant peut arriver au fitness du progéniteur. Dans ce cas-là, j'ai tendance à penser que le trait en question avait quelque chose de contingent. Ça aurait pu être autrement, etc. Donc on voit qu'on peut, des questions comme la contingence de la construction, du métabolisme, etc., peuvent être attaquées expérimentalement en quelques mois. Et puis, bien entendu, en fait, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une sorte de Graal, mais ce serait très intéressant de savoir faire des opérations irréversibles dont pourraient ressortir les espèces, de telle sorte que le fitness serait supérieur au sauvage. Et je suis assez tenté de proposer que tant qu'on ne sait pas faire ça, on n'a pas compris l'évolution, au moins l'évolution des populations asexuées, etc. Donc en fait, c'est un objectif scientifique. Alors évidemment, je le dis ici dans cette auguste enceinte, mais je ne peux pas le dire dans France Soir. Parce que si en fait le but déclaré de la biologie synthétique, c'est de faire des terminators ou des trucs, vous voyez tout de suite où on va. Donc en fait, il va falloir, si on se lance dans ce genre d'expérience, il va falloir se doter de dispositifs, de procédés qui vont nous assurer que des organismes qui l'emporteraient sur les espèces sauvages ne vont pas pouvoir envahir les habitats naturels. Et c'est une question, je pense qu'en biologie synthétique, c'est la question numéro 1. Et il y a un moment qu'on dit ça, et je crois que même comment ça s'appelle, les gros bataillons américains maintenant sont acquis à cette cause. Bon, pour revenir, j'ai déjà passé beaucoup de temps, il faut me dire combien il m'en reste, parce que j'ai peut-être... 5 minutes. 5 minutes. Bon. On va aller vite. Tout ça, vous le savez. Donc, ouais, ça j'aime bien. Ouais, ça c'est une façon de bien faire comprendre. Bon. Donc en fait, en quoi consiste la biologie synthétique? Souvent, ce que vous entendrez, ce sont des arguments utilitaires, en disant on va guérir toutes les maladies, on va produire du fuel, prendre tout le CO2 qui est dans l'atmosphère, il n'y aura que des vertus. Bon. Mais en fait, je crois que il faut le voir avant tout, surtout dans l'état de maîtrise de la discipline, il faut le voir avant tout comme une méthode d'exploration. Et en fait, la comparaison qui vient à l'esprit assez naturellement, c'est la navigation. Et en fait, comme l'astronautique,
fait progresser l'astronomie. Il n'y aurait pas d'astronautique sans astronomie, mais l'astronautique fait progresser l'astronomie. Eh bien, je crois que de la même manière, la xénobiologie va faire progresser la biologie en explorant les confins de l'organisation chimique et des écosystèmes modèles, etc., pour de vrai. Ouais, alors tout ça, j'aurais pas le temps. Ah si, peut-être, pour dire que, quand même, là, si on considère qu'il y a dans la structure, dans la constitution chimique du vivant, on va des nutriments en passant par des intermédiaires métaboliques, aux coenzymes, aux monomères, aminoacides RNA, nucléosides triphosphate et aux biopolymères. Et si on se dit, j'ai droit à 3 opérations, je peux les retirer carrément, changer, substituer, ou je peux en ajouter. Vous voyez que ce qui est en vert, presque tout a été fait. Les nutriments, les intermédiaires, tout ça, ça a été démontré. Ajouter des cofacteurs, c'est en bonne voie. Il y a un papier de Bâle qui est récemment de nos amis Tom Ward et Sven Panke qui est arrivé à mobiliser de la métathèse, c'est-à-dire une réaction de chimie organique pure et dure dans le vivant. Donc on voit qu'on va avoir des cofacteurs nouveaux dans très peu de temps. Et dans les monomères, il y a des acides aminés qui ont été additionnés, il y a des nucléotides qui ont été additionnés. Ils ont été changés dans les 2 catégories et on est en train d'en retirer, enfin on essaie d'en retirer. On voudrait retirer le tryptophane, l'isoleucine, des trucs qui sont un peu en doublon. Et quant aux biopolymères, donc ajouter des biopolymères, c'est un projet poursuivi, c'est-à-dire avoir 3 catégories d'acides nucléiques, avoir des polyesters avec des ribosomes spécialisés, etc. C'est en cours. Et changer, etc., c'est trop loin. Bon, voilà. Donc, en ce qui concerne l'addition je voudrais signaler le 13e travail d'Hercule accompli par Floyd Romesberg au Scripps, qui est arrivé. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est arrivé, il a criblé parmi 3600 paires possibles, 60 croisées par 60. Il est arrivé à trouver dans les 3600 une paire de bases qui avait toutes les propriétés pour la réplication, et il est arrivé à l'insérer dans un plasmide et à la propager pendant quelques générations. Évidemment, ça avait tendance à foutre le camp, mais maintenant il a mis ça de manière très ingénieuse d'ailleurs dans des sites pour CRISPR, etc. Il arrive à le bloquer grâce à CRISPR. Donc voilà, donc il y a une paire de bases bloquée, elle ne sert à rien pour le moment, mais elle est bloquée in vivo, elle a l'air d'être mobilisée. Bon, donc très vite, il me reste encore 2 minutes. 1 minute. Donc, donc ça, je passerai, il y aura des questions. J'ai des tas de trucs à dire sur Leibniz. J'espère que vous poserez une question. Pourquoi, en fait, on est dans le retour vers le futur et qu'en fait, notre maître à penser pour le futur, c'est Leibniz et beaucoup plus que Darwin. Tout ça, c'était pour dire que la sélénométhionine, la première fois qu'il y a eu c'était George Cohen qui a fait ça dans les années 50. J'aurais pas le temps de parler de tout ça, c'est tant pis, mais j'ai le temps de parler de ça. Et comment on a changé une base dans l'ADN assez rapidement. Je vais tout de suite. Voilà. Ça a été fait grâce au mécénat, je dirais, à la protection de Jean Weissenbach à Génoscope, qui a toujours veillé à ce que cette démarche-là puisse trouver des moyens expérimentaux et être hébergée, y compris avec du personnel du CEA. Donc en fait, si on regarde l'alphabet du vivant, on trouve que dans l'ADN, il y a 4 bases, dans les cellules, 4 bases seulement, et il y a des variations chez les phages, chez les bactériophages, et ça c'est dû au fait que c'est de la course aux armements, c'est-à-dire pour échapper au système de restriction, il y a des ornements chimiques qui n'altèrent pas en général l'appariement, mais qui ont été ajoutés de manière à ce que les enzymes de restriction n'arrivent plus à couper. Mais il n'y a aucune cellule connue aujourd'hui qui n'est pas ATGC. Évidemment, il y a des altérations, la méthylation, comme on a vu tout à l'heure, mais il n'y a pas d'exception à l'alphabet ATGC pour fabriquer l'ADN avec des ADN polymérases. La base T, comme vous le savez, est la seule qui soit spécifique de l'adénine. Elle a un méthyle. Donc les raisons pour lesquelles il y a un méthyle sont intéressantes, mais on ne va pas s'appesantir. Mais en fait, il y a une caractéristique génétique, c'est qu'il est très facile de faire des oxotrophes pour la thymine, simplement en liquidant la thymidine de synthase. Et. C'est fini ? S'il vous plaît. Bon. Quelques phrases. Oui, quelques phrases. Et donc, une souche qui n'a plus ce gène-là, on peut lui donner de la thymine. Et l'exercice auquel on s'est livré, c'est de lui donner 2 bouteilles de nutriments dans un environnement de prolifération continue, de telle sorte que quand la densité passait à une certaine valeur,
c'est que les choses vont trop bien, la densité était trop élevée et la culture recevait du chlorouracile, un ersatz qui s'apparie un peu avec G, pas seulement avec A, au lieu de la thymine. Et au fil du temps, voilà ce qu'on a observé, c'est-à-dire que là, ce qui est représenté, c'est la fraction du temps où la culture elle-même demande à être intoxiquée avec du chlorouracile, étant incapable de fabriquer de la thymine. Et on voit qu'en 145 jours, en fait, les cultures, et c'est un processus reproductible, arrivent à se passer de la thymine. Et quand on fait l'analyse chimique, on trouve que le chlorouracile a remplacé la thymine. Donc cette expérience a été faite maintenant plusieurs 8 fois. Et une culture est maintenue et a passé le cap des 12 000 générations. Et je vais juste montrer la dernière souche. Donc en fait, ces cultures, du fait de l'ambiguïté de la base, accumulent de l'ordre de 1 mutation par génération par cellule. On a une population de l'ordre de 10 puissance 10 cellules. Et il y a un seul clone qui est vainqueur tout au long. On n'a pas de biodiversité. On a un vainqueur qui succède à un vainqueur, etc. Et ça, c'était vraiment le résultat qu'on espérait au début. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on a étalé, c'est un isolat qui sortait de cette machine. Et on l'a placé sur une boîte de pétri qui contient du chlorouracile exactement la même concentration que dans le dispositif. Et puis, ce qu'on a mis au milieu, c'est de la thymine. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que, passé 6000 générations, eh bien, on a un Escherichia coli, un descendant, qui considère maintenant que la thymine est devenue un antibiotique et qui s'intoxique avec la thymine. Je serais heureux de je vous prie de m'excuser pour j'ai été trop long dans l'introduction, comme d'habitude, mais je serais très content de répondre à toutes les questions que vous pourrez me poser.